Et pourquoi vous le dites aussi? Vous répondez aussi rapidement. La CEDEAO n'a pas su interpréter les chiffres. La CEDEAO n'a pas su anticiper sur les déshydratats des populations. La CEDEAO n'a pas su anticiper sur les changements qui allaient s'opérer dans le monde. La CEDEAO n'a pas su lire les faits. Quand je dis la CEDEAO, c'est-à-dire que c'est ceux qui vont incarner le leadership de la CEDEAO. Vous savez, la CEDEAO née en 1975. Yakubu Gowon vient de gagner la guerre dans la sécession du Biafra. Yakubu Gowon vient de gagner la guerre. Et il y a un gros problème. Le président du Nigeria de l'époque. Il y a la Côte d'Ivoire qui était alliée de la France pour détruire. Il y a la Côte d'Ivoire. Il y a le président togolais. Il y a en Afrique centrale, on avait déjà de bonnes relations avec les pays de la CEDEAO. Le président Bongo Père. Ben, il fallait mettre une organisation et la France est éjectée en quelque sorte du Nigeria, qui à l'époque, avec l'Algérie, il y a le Nigeria et l'Algérie, et un peu à un degré moins le Gabon, qui sont de gros états pétroliers. Donc en 1975 déjà, l'enjeu énergétique en Afrique, c'est pratiquement le Nigeria et l'Algérie. Et la France va bricoler une forme, comment je veux dire, de coopération interétatique en demandant au père et Yadema, père, de rencontrer Yakubu Gowon pour négocier déjà cette affaire. Donc quand vous voyez déjà les individus qui ont négocié cette affaire, et il y a des pères, il y avait Houphouët-Boigny qui justement voulait la disparition du Nigeria, Yakubu Gowon, donc on part déjà relativement sur des mauvaises bases. Ils sont 16 à la création, 16 États. 3 vont partir. Premier échec de la CEDEAO. La Mauritanie est sortie de la CEDEAO. Quand une organisation part, c'est-à-dire que d'un regroupement sous-régional, il y a échec. La Mauritanie ne part pas parce que la Mauritanie trouve son compte. Voilà la Mauritanie. C'est-à-dire que les dirigeants mauritaniens avaient déjà relativement anticipé et se demandaient qu'est-ce qu'ils font à l'intérieur de la CEDEAO. Il y avait déjà échec. Mission de la CEDEAO. La CEDEAO avait en quelque sorte pour mission était une organisation intergouvernementale censée privilégier le développement économique et l'intégration. Moins important, organisation intergouvernementale. Privilégier le développement économique et l'intégration. Mais qu'est devenue la CEDEAO? Échec sous toute la forme. Il n'y a pas eu de développement économique. Il n'y a pas véritablement eu une intégration. Pourtant, fallait avoir de véritables hommes politiques pour réussir cette mission. Pourquoi? Parce que la CEDEAO était déjà une coalition de peuples hétéroclites, c'est-à-dire que des peuples francophones, des peuples anglophones, des peuples lusophones, et si on va même au niveau des populations, pratiquement une querelle des tribus. Premier échec de la CEDEAO. Deuxième, en 2015, on estime à 165-170 millions d'habitants les populations de la CEDEAO. Aujourd'hui, on estime pratiquement à 350 millions d'habitants les populations au sein de la CEDEAO. Vous avez 75% de ces populations sont jeunes. Misère extrême. Pourtant, les pays de la CEDEAO sont des pays riches. Vous croyez que la situation allait rester pareille? Déjà, n'anticipe pas. Vous avez près de 350 millions d'habitants. 70% de ces populations, c'est-à-dire pratiquement 300 millions d'habitants. C'est la sous-zone d'intégration la plus jeune au monde. Il n'y a pas de travail. Misère terrible. Sur 10 migrants qui se jettent dans la mer, 7 sont originaires de la CEDEAO. 7 sont originaires de la CEDEAO. Sur ces 7 qui sont originaires de la CEDEAO, 40% viennent du pays de M. Macky Sall. 40% d'enfants sont sénégalais. Ils ont une route à l'extrême nord du pays qui donne sur le lac Tchad. Nous les voyons passer, ces enfants. Au Cameroun, nous les voyons passer à l'extrême nord. Ils disent que non, nous sommes de passage, il faut nous laisser passer. Eh bien, ils passent pour aller intégrer le désert libyen et se livrer, comment je vais dire, aux esclavagistes libyens. Monsieur Macky Sall, il n'est pas au courant. Voilà les questions de la CEDEAO. Qu'est-ce qu'a donc fait les responsables de la CEDEAO pour résoudre ces questions? La CEDEAO s'est plutôt immiscée dans les problèmes internes des pays sans apporter la solidarité qu'il fallait. La CEDEAO n'est pas une alliance politico-militaire. La CEDEAO n'est pas une alliance politico-militaire comme l'OTAN. Je vous ai expliqué que c'est une organisation intragouvernementale de solidarité. Elle a tout fait sauf la solidarité. Elle s'est plutôt immiscée dans des affaires politiques des pays, commandées par d'autres. Ça veut dire que quand vous avez un problème politique, eh bien la CEDEAO fait ce qu'elle fait là. Elle dit effectivement qu'elle va réveiller une armée qui va venir résoudre le problème, mais ayant un agenda en quelque sorte téléguidé par des gens qui se trouvent véritablement à l'extérieur.
Donc, il y a eu un véritable échec au niveau de la CEDEAO. Donc, il faut même plus... Mais le plus intéressant aujourd'hui, c'est l'affrontement aussi qu'il y a à l'intérieur de l'Union africaine. Parce qu'à l'intérieur de l'Union africaine aujourd'hui, l'Union africaine va vivre et est en train de vivre ce que vit la CEDEAO. Il y a des présidents en quelque sorte qui disent que c'est terminé. Vous savez que les agendas de l'Union africaine n'ouvrait même pas sa bouche pour parler. Parler. C'est la conférence des chefs d'État qui parlait pour l'Union africaine. Mais aujourd'hui, on en est des débats au niveau de ce qu'on appelle le Conseil de paix et sécurité, où un certain nombre de présidents prennent la parole. Je vais vous lire quelques phrases rapides du président du Burundi. Le président du Burundi, qui est un petit pays en termes de superficie, mais qui est un pays d'hommes relativement intègre. Je vous rappelle qu'on a failli faire la guerre au Burundi parce que les intérêts occidentaux estimaient que le président du Burundi va à une modification constitutionnelle parce qu'il veut mourir au pouvoir. Vous ne savez pas le procès qu'on a fait à ce monsieur? Il va à une conférence alors qu'il expliquait que les accords d'Arusha qui ont stabilisé le Burundi sont arrivés véritablement, c'est-à-dire ont montré leurs limites. Pour que le Burundi se projette, il va falloir effectivement qu'on aille à une modification constitutionnelle pour préparer le Burundi à un certain nombre de menaces, pour sécuriser le Burundi. Quand il va le faire, il va rester au pouvoir, il va partir, il va passer la main. Et les Occidentaux étaient prêts à faire voter des sanctions, à faire voter une intervention militaire au prétexte qu'il fait modification constitutionnelle. Déclaration du président du Burundi à l'intérieur du comité paix et sécurité. L'Afrique n'est plus au XXe siècle où les actions de la France, c'est le pays. Vous voyez ce qui s'y passe à l'intérieur aujourd'hui, même de l'Union africaine. L'Union africaine vivra ce que vit la CEDEAO. Les prochaines questions politiques à l'intérieur de l'Union africaine, vous allez voir comment ça va se passer. C'est-à-dire qu'on nous dit les débats de 10 heures, mais les gens vont partir en queue de poisson. L'Union africaine est même allée plus loin, en mettant en garde le Conseil de sécurité. Vous l'aviez déjà vu? L'Union africaine met en garde le Conseil de sécurité, saisit M. Guterres et dit que malheur à vous, si vous faites un semblant de donner une option militaire à ce qui va se passer au sein de la CEDEAO. Vous ne voyez pas l'évolution? Quand le Conseil de sécurité va donner mandat pour venir détruire la Libye, l'Union africaine va fermer sa bouche. Mais c'est aujourd'hui, à l'intérieur du Conseil paix et sécurité, où des pays membres à l'intérieur du Conseil paix et sécurité disent à la CEDEAO, tentez de faire cette opération militaire. Et saisissent M. Guterres et dit, M. Guterres, essayez seulement de donner, comment je vais dire, un blanc-seing à une intervention militaire. C'est détourner l'Union africaine. Certains pays montrent les yeux à la France et dit que tu veux venir faire la guerre, nous allons t'affronter sur le chemin de la guerre. L'Afrique n'est plus au XXe siècle, où les actions de la France en Afrique étaient acclamées. Nous savons que c'est la France qui est derrière la CEDEAO pour ouvrir un autre conflit militaire sur notre continent. La CEDEAO n'est que l'une des organisations sous-régionales de l'Union. Après notre réunion d'hier, la réunion de paix et sécurité, nous avons refusé catégoriquement que la CEDEAO puisse intervenir militairement au Niger, parce qu'il y a un peu de zone d'ombre. La CEDEAO compte 15 pays membres, mais c'est 4 pays qui vont vouloir donner en quelque sorte la décision. Exactement ce que le président Banda disait. Nous avons, au sorti de notre réunion d'urgence hier, averti le secrétariat général des Nations Unies de ne pas accorder un mandat à la CEDEAO comme prétexte d'aller attaquer le Niger. L'Afrique en ce moment a de sérieux problèmes de terrorisme, de famine, de guerre au Soudan dont nous cherchons les issues. On n'a plus besoin de notre café armé qui risque de dégénérer en une guerre inter-État. Voilà le président du Burundi, un grand patriote, un monsieur intelligent, sage, qui met en garde le Conseil. C'est elle qui peut faire voter les sanctions. Suggérer des sanctions à ce qu'on appelle la conférence des chefs d'État. Au cas où un pays, le pouvoir exécutif serait pris de façon illégale. C'est l'Union, c'est la conférence paix et sécurité qui propose des sanctions à la conférence des chefs d'État, et la conférence des chefs d'État, l'instance suprême, qui fait valider ces sanctions, dont les sanctions de la CEDEAO. Ils sont en train d'expliquer à la CEDEAO que vos sanctions ne valent rien du tout. Voilà pour qu'elle s'exprime. Donc vous comprenez même déjà que... Et comment est-ce que, Bertrand, on peut expliquer de votre point de vue ce réveil quand même sur le continent africain, peut-être déjà au niveau de l'Union africaine, parce que les présidents sont appelés à disparaître. C'est-à-dire que les leaderships qui ne se mettront pas en cohérence avec les envies du peuple sont appelés à disparaître. Où est Bazoum?
Il est caché dans une chambre de la présidence. Il rêve à partir d'une tribune élaborée sur le Washington Post qu'on viendra le placer au pouvoir. C'est pas un début de santé mentale qui s'altère. Il faut le faire consulter par un psychiatre. Oui, monsieur Bazoum. Oui, monsieur Ibeka, paix à son âme. On place la vie au-dessus de tout. Il est où? Son fils est en Côte d'Ivoire. Je rappelle qu'il y a un mandat d'arrêt international sur lui. Il pourra mettre 2000 ans en Côte d'Ivoire. Il viendra répondre de ses crimes. Au Mali, il viendra répondre de ses crimes. Vous croyez que nous sommes fous quand on demande de faire passer les audits au Niger? Vous n'avez pas les vidéos d'un certain nombre de perquisitions? Vous savez, on est au cœur de l'actualité au Niger, là. C'est-à-dire que même dans le pouvoir exécutif du Niger, là, on est là-dedans. Il y a les sacs d'argent qui sortent des maisons, des domiciles. Vous êtes très introduit, vous avez ces vidéos. Des sacs d'argent sortent des domiciles. Donc, vous voyez donc que l'Union africaine, que ce soit en Afrique australe, en Afrique centrale, eh bien, on se rend compte que vous êtes chef d'État, vous voulez nier ce réveil des peuples dont vous dites, vous voulez nier cette aspiration à être comme des enfants européens. À partir d'un smartphone comme ça, tout le monde sait ce que c'est que la liberté. Un enfant européen ne sait pas plus ce que c'est que la liberté qu'un enfant nigérien. Tout le monde le sait, tout le monde le sait. Tout le monde sait ce qu'on appelle bien-être. La démocratie rime aujourd'hui et rimera aujourd'hui avec élévation de vie des populations. Donc il y aura même un véritable débat en Afrique sur cette friperie et cette chiffonnerie juridique que vous appelez élection à 2 tours. Ce n'est pas un débat qu'on doit poser. Élection à 2 tours vous a produit les Bazoum. Vous voulez combien de tours? Élection à 2 tours. On produit les Bazoum. Vous avez l'élection à combien de tours? Donc nous sommes dans une réflexion d'un modèle chinois où il n'y a jamais élection à 2 tours. Mais 750 millions de Chinois sont sortis de la pauvreté en 30 ans. Ça ne vous intéresse pas? Et dit que mais ce modèle-là, essayons de regarder. Il ne s'agit pas de copier la Chine. Il s'agit de voir véritablement, dans ce qu'on va appeler l'anthropologie africaine, les grands ensembles africains où le Mali avait de grands royaumes forts, durs, de guerriers, de militaires qui tenaient les royaumes et il y avait prospérité à l'intérieur. Et où la richesse était également répartie. Et les problèmes se réglaient par la rencontre et par le dialogue. Ça ne peut pas inspirer une véritable réflexion. Élection à 2 tours a été le fruit de la conférence de la Baule, qui ont débouché sur conférence nationale, qui était de véritables cirques, et où on est allé en fait avec le Fonds monétaire international qui a aussi arbitré vos orientations politiques pour que vous vous retrouvez avec les Bazoum, les Issoufou, les Wangé. J'ai parlé de près de 4 transitions au Niger, mais où rien, absolument rien de sérieux n'a changé. C'est une véritable réflexion, même au sein de l'Union africaine. Il y aura réflexion en quelque sorte sur les choix, sur ce qu'on appelle entre guillemets démocratie. Il faudra définir les concepts. Démocratie pour nous, pour moi, M. Bertrand Tatsinda, c'est élévation des niveaux de vie. Tu viens, tu n'élèves pas le niveau de vie, tu n'apportes pas de la prospérité. J'en appelle à un coup d'État pour te chasser. Je vous en prie. Non, laissez-moi. Tu ne le fais pas. On en appelle les populations africaines, les panafricanistes vont en appeler à un coup d'État. Donc aujourd'hui, l'Union africaine et les membres de l'Union africaine sont tenus par ça. On ne va pas quand même appeler à des coups d'État à chaque bout de temps. Je rappelle que nous avons été très fiers de la position tchadienne qui a été rappelée par monsieur le ministre. Très fiers de la position tchadienne. Oui. Et le Tchad, nous regardons le Tchad. Parce qu'au Tchad, l'Assemblée nationale du Parlement transitoire, ils ont demandé le départ de la force Barkhane. Il y aura élection au Tchad, en quelque sorte le vote constitutionnel en décembre. Après, on va aller à l'élection présidentielle. Nous poserons la question à tous les candidats tchadiens. Qu'est-ce que vous faites de la force Barkhane? Vous êtes candidat à l'élection présidentielle. Qu'est-ce que vous ferez de la force Barkhane? Il y a une élection présidentielle où la campagne électorale a lieu en ce moment au Gabon. Aucun candidat n'aborde cette question. Il y a force militaire à Port-Gentil en France. Là. Aucun. Je regarde des fois ça chez moi, je dis, bon, regardons, c'est un pays frère du Cameroun, le Gabon. Les enjeux peuvent changer. Chaque candidat jure que je vais changer les choses. Je vais diversifier partenariat. Vraiment, le Gabon, la manganèse gabonaise a été volée par la France. Aucun ne dit peuple gabonais. Moi, je demanderais aux légionnaires qui sont couchés à Port-Gentil, là, d'aller se coucher en quelque sorte à Narbonne et à Carcassonne. Il y a base militaire là-bas. Aucun. Qu'est-ce que vous dites de ça? Il faudra s'y attendre à beaucoup de changements à l'issue de l'élection présidentielle. Le président Ali Bongo, on sait ce qu'il fait comme effort. On sait ce qu'il fait comme effort.
Il a été véritablement affaibli par un problème de santé. On voit, il se débat, il se trémousse. Mais nous avons besoin de lui dire que, cher aîné, vous n'avez plus rien à perdre. Il n'y a plus de risque pour vous. Qu'est-ce qu'il risquerait, le président Ali Bongo? De dire aux légionnaires de Port-Gentil, rentrez en France. On le dit au Tchad. Le Parlement, nous sommes en transition au Tchad. Hein. Les candidats vont se présenter. Le président Déby, ça en était déjà une réflexion pour lui, une véritable réflexion pour lui. Donc, ce sont les déshydratats des peuples. Le développement. Et une Afrique qui est plus, comment je vais dire, que un territoire qui héberge les déchets sécuritaires. On n'en veut plus. Merci Question. Beaucoup. Pourquoi on n'a pas fait voter un soutien aux armées africaines comme ce qu'on a fait à M. Zelensky? Si on nous faisait voter aussi 184 milliards de dollars en termes de moyens et d'équipements militaires, il y aurait encore un terroriste. Mais il faut le dire, c'est-à-dire que à la raclure qui parlait là, M. Bazoum, vous ne voyez pas comment il soutenait le coup d'État. Parlons comme M. Bazoum, le coup d'État. Il encensait le coup d'État. Pourquoi vous ne dites pas M. Bazoum? Et vous venez me dire, moi, M. Tantina, n'encensez pas le coup d'État. Moi, j'encense le coup d'État. Je suis un amoureux des coups d'État. C'est-à-dire, je suis content des coups d'État. Il faut les coups d'État. Vous avez réussi à placer. S'il n'y avait pas le coup d'État, vous aurez tué Bazoum. Je vous en prie. Heureusement qu'il y a eu coup d'État. Il n'y a plus Bazoum. Vous n'êtes pas content. Moi, je suis content. Vous m'avez dribblé sur ce plateau. Voilà, donc pour vous expliquer que ces déshydratats-là, véritablement, si vous ne suivez pas les besoins des peuples, mais est-ce que vous allez partir, vous allez disparaître? Donc il n'y a pas de choix. Donc nous demandons donc s'il faille avoir coopération là, donner les moyens à nos armées. On le dit depuis. 174 milliards de dollars à M. Zelensky. Il n'a pas avancé de 2 km dans ce qu'il appelle, de ce que ce rêveur, ce clown déguisé appelle grande offensive. Grande offensive. Contre-offensive. Grande offensive. Maintenant, ils disent qu'il avait plutôt dit contre-offensive. Maintenant, il faut attendre plutôt la grande contre-offensive. Washington dit que non, vous l'avez mal compris, parler de contre-offensive, ça veut dire que réflexion stratégique. Mais attendez-vous en septembre à la grande contre-offensive. Il est normal, Zelensky. Un monsieur qui jouait la guitare avec le caleçon et le set, il est sérieux. Donc voilà, donc quand vous parlez des réveils des peuples, c'est ça en fait, c'est ça. C'est que même à l'intérieur de l'Union africaine, je suis en train de voir une Union africaine, si elle continue dans cette démarche, elle va se détruire. Le président Banda viendra encore ici dimanche, détruire. Je vais négocier avec lui toute la semaine pour qu'il vienne déclarer ici la dissolution de l'Union africaine dimanche prochain. Donc, mais pas pour appeler au coup d'État, parce que c'est pas... Non, moi j'aime le coup d'État. Je vous en prie, Bertrand, vous voulez m'empêcher d'aimer quelque chose? C'est attendu. Merci beaucoup. On va donner la parole à